Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Smart Tech dans cette nouvelle édition. Alors au programme, le social commerce, un phénomène qui prend de l'ampleur pour venir bousculer le commerce en ligne. Grâce aux réseaux sociaux, on en parle dans votre séquence mobile business. Et puis après, on arrête tout, on part en vacances. Enfin, avant de partir sur le départ, on va quand même prendre le temps de récolter quelques recommandations en cybersécurité pour partir l'esprit tranquille. On aura en plateau deux experts pour notre talk pour nous aider à préparer ce voyage. Et puis ensuite, on parlera crypto-monnaie. C'est le rendez-vous du jour. Il est signé Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner. Et on va revenir ensemble sur les enjeux politiques, mais aussi économiques, évidemment, que provoque le Bitcoin, qui vont de pair avec le Bitcoin. Et pour conclure, on s'intéresse à la santé avec une entreprise spécialiste de la prédiction qui vient de dévoiler une application mobile qui s'apparente quasiment à un carnet de santé virtuel. Mais tout de suite, comme promis, on vous parle du social commerce avec votre séquence mobile business dans Smart Tech. Le futur du commerce sera mobile et conversationnel. Une nouvelle génération d'applications issues des réseaux sociaux mettent le cap sur le social commerce. Alors pour en parler, Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour Cécilie, alors vous le savez, en début de semaine, Jeff Bezos a quitté la direction opérationnelle du groupe Amazon, ce géant du e-commerce créé en juillet 1994 à Seattle. Et en un peu moins de 30 ans, Amazon est devenu non seulement un géant du commerce électronique, mais aussi un géant du capitalisme, pesant aujourd'hui 322 milliards de dollars de chiffre d'affaires et atteignant une capitalisation boursière de 1600 milliards de dollars, à peine inférieure à celle d'Apple ou de Microsoft. Mais si Jeff Bezos a clairement anticipé le virage du commerce électronique avec Amazon.com, le virage du cloud computing avec Amazon Web Services ou encore celui de l'Internet des objets avec Alexa, son groupe n'est pas forcément le mieux placé pour profiter d'une nouvelle tendance qu'on appelle déjà le social commerce. Alors, concrètement, le social commerce, c'est du e-commerce qui est lié aux réseaux sociaux. Tout à fait, et la tendance n'est pas ancienne. On se rappelle, il y a 15 ans, il y avait déjà eu le rachat de Skype par eBay, qui préfigurait évidemment la convergence entre ces deux métiers. Mais le véritable décollage, il s'est fait ces dernières années en Chine avec des applications comme WeChat, la messagerie instantanée qui est utilisée par 1 milliard de Chinois chaque mois et qui permet déjà depuis de nombreuses années aux Chinois de commander un taxi, de commander leurs courses ou de s'échanger de l'argent de particulier à particulier. Mais le social commerce en Chine, c'est aussi une autre application, Taobao, qui appartient à la galaxie Alibaba et qui permet à des influenceurs de faire la promotion de produits auprès de leurs fans. Il y a une influenceuse chinoise qui s'appelle Via, qui compte par exemple plus de 80 millions de followers et qui aurait réalisé l'année dernière plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est absolument colossal, grâce à des podcasts en live streaming. Et c'est des succès qui n'ont pas non plus échappé à ByteDance, la maison mère de TikTok, qui veut elle aussi accélérer sur le e-commerce et également pousser ces influenceurs à commencer à faire des programmes de télé-shopping. Et eux, ils visent par exemple un chiffre d'affaires dans l'e-commerce de 185 milliards de dollars dès 2022. Ça, c'est des chiffres, j'imagine, en tout cas un modèle qui inspire Facebook. Et oui, parce que le groupe Facebook, qui avait un modèle jusqu'à présent qui reposait sur principalement la publicité, veut à son tour accélérer en matière de commerce électronique et proposer des fonctionnalités de shopping au sein de ces différentes applications. Alors ça fait déjà depuis plusieurs mois que le groupe en parle et ils ont lancé une fonctionnalité qui s'appelle Shops au sein de Facebook, mais aussi au sein de Messenger, au sein d'Instagram. Ils ont récemment aussi annoncé le lancement de Shops au sein de WhatsApp. Et on voit aussi Instagram, par exemple, avec les Reels, qui lorgne aussi du côté du télé-shopping et qui voudrait transformer ces influenceurs en véritables vendeurs. Et rappelons que le groupe Facebook dispose d'une force de frappe absolument considérable. On a deux applications comme Instagram et Messenger qui revendiquent chacune plus de 1 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois. Quant à Facebook et WhatsApp, elles ont toutes les deux franchi le cap des 2 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Est-ce qu'on peut dire que c'est un futur mobile first et social first ? Oui, clairement. Alors, en France, par exemple, le mobile ne représente aujourd'hui qu'à peine 40% des transactions, selon des chiffres qui sont régulièrement communiqués par la Fédération des entreprises des ventes à distance. Donc, on est plutôt en retard par rapport à la Chine, où aujourd'hui, le mobile pèse près de 80% des transactions. On est clairement dans un monde mobile first, voire mobile only en Chine. Et le poids de cet écran et de ces applications de messaging va considérablement transformer l'univers du e-commerce,
notamment en Occident. Alors si Amazon, on en a parlé, aura clairement dominé le commerce électronique au cours du dernier quart de siècle, il faut anticiper la montée en puissance de nouveaux acteurs. On les citait, Facebook va vraiment accélérer dans le e-commerce, et puis surtout les Chinois, TikTok, Tencent, ByteDance, qui vont aussi évidemment accélérer sur ce sujet. On rappelle que le e-commerce dans le monde en 2021, ça va être à peu près 5 000 milliards de dollars. Alors, puisque vous parlez de TikTok et qu'on va passer à la partie actu de cette séquence mobile business, vous pouvez peut-être nous donner la dernière actualité TikTok? Oui, tout à fait. C'est une étude App Annie qui analyse chaque mois l'app économie et qui nous dit que cette application chinoise de divertissement, qui est non seulement devenue l'application la plus téléchargée au monde en 2020, est en train de dépasser en usage, en temps passé, des champions comme YouTube. Aux États-Unis, par exemple, TikTok capte l'attention des utilisateurs américains en moyenne plus de 24h30 chaque mois, alors que YouTube est sous les 24 heures. En Grande-Bretagne, c'est même encore plus important. On est à peu près à 26 heures par mois, contre un peu moins de 18 heures pour YouTube. Donc clairement, ça montre une supériorité des algorithmes de TikTok pour capter notre attention et indirectement pour vendre ce temps de cerveau disponible aux annonceurs. Oui, c'est vrai. Alors en plus, il y a aussi une autre actualité, évidemment, c'est celle de Google qui lance une application mobile pour détecter la maladie de la peau. Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, on voit que les GAFA s'intéressent beaucoup aux questions de santé. Oui. Alors Google, en gros, nous explique qu'aujourd'hui, il y a plus de 10 milliards de requêtes annuelles sur ce moteur de recherche liées à des questions dermatologiques. Et ils ont décidé de créer une application qui sera disponible dans quelques mois en Europe, aux États-Unis, et qui permettra en fait de scanner notre peau, nos cheveux, voire nos ongles, pour essayer de détecter des problèmes dermatologiques. Ça sera complété par un petit formulaire pour confirmer ou pas les hypothèses de l'application. Et elle devrait être capable d'identifier près de 250 maladies de peau et nous orienter vers un pharmacien, vers un médecin, ou peut-être tout simplement nous rassurer pour nous dire que tout va bien. Alors, on peut dire, on peut le préciser d'ailleurs, qu'il y a pas mal de technologies, même de technologies françaises, qui vont dans ce sens pour détecter les maladies de la peau. Oui, ça repose très souvent sur l'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux. Ouais. Et bon, ça ne remplace pas un médecin, mais ça permet effectivement peut-être de se rassurer si tout va bien. Alors, on termine avec le SMS conversationnel. La nouvelle solution multi-opérateur de business messaging est en expérimentation. Tout à fait. Alors, jusqu'à présent, le SMS, en tout cas en France, était soit du C2C, de consommateur à consommateur, soit du B2C, de marque à consommateur. Et on va expérimenter du C2B, des consommateurs aux marques. C'est effectivement une expérimentation qui est menée par l'AF2M, qui est une association qui réunit les 4 grands opérateurs en France, Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free, et qui va désormais donc permettre aux consommateurs d'initier une conversation avec les marques. Alors c'est quelque chose qu'elle refusait de faire pendant de nombreuses années, alors que les marques le réclamaient pour initier une conversation à partir d'un QR code, à partir d'un simple numéro, et pour par exemple commander un produit ou prendre un rendez-vous. L'expérimentation donc sera menée au cours de tout l'été, et on devrait avoir en fin d'année des numéros longs qui commenceront par 09 et qui donc permettront aux marques de faire ce qu'elles peuvent commencer déjà à faire sur d'autres messageries comme WhatsApp. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, je le rappelle, fondateur d'Écran Mobile et spécialiste du marketing mobile. On poursuit car c'est l'heure du talk sur Smartech. Si vous partez en voyage, ne partez pas sans cyber-précaution. C'est notre maître mot du jour, le maître mot de notre talk. Et en voyage ou à l'hôtel, dans les lieux touristiques, de transport ou alors en transit, évidemment, les chances d'être piraté, volé de façon virtuelle sont toutes aussi fortes. Alors pour en parler, pour se préparer à toute éventualité et relâcher vraiment la pression, on a avec nous en plateau des experts. D'abord, Benoît Grunenwald, expert en cybersécurité chez E7 France et Afrique francophone. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. Et puis on a avec nous également à distance Jérôme Billois, expert en cybersécurité chez Wavestone. Bonjour. Bonjour. Alors première question, qu'est-ce qu'on risque quand on part en vacances? Je me tourne vers vous en premier. Eh bien, généralement, on part en vacances avec son smartphone. Et donc, on risque des attaques de piratage sur son smartphone, telles que la fuite d'informations ou l'installation d'applications malveillantes qui vont récupérer nos informations et parfois des informations bancaires. Jérôme Billois, qu'est-ce qu'on risque ? Oui, alors il y a le terminal avec lequel on part, son smartphone la plupart du temps, sa tablette aussi ou son PC personnel. Et puis, ces périphériques, on va les connecter là où on est en vacances.
que ce soit à l'hôtel, que ce soit dans des clubs de vacances, que ce soit dans le TGV, que ce soit dans les avions maintenant aussi. Et donc quand on va être connecté à ces réseaux, il peut y avoir un certain risque d'interception des données qu'il faut prendre en compte en essayant, je dirais, au maximum d'utiliser les réseaux 4G plutôt que les Wi-Fi qui peuvent être fournis par les lieux où on va être, parce que finalement on ne sait pas quel est le niveau de sécurité de ce réseau Wi-Fi. On va donner quelques solutions aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, évidemment c'est l'objectif, mais d'abord concrètement on parle de quoi? De vol de données, de fraude, d'arnaque sur Internet? Est-ce qu'on peut faire un petit panel de ces risques-là? Oui, alors ce sont des panels que l'on va malheureusement retrouver déjà tout au long de l'année, sauf que quand on est en vacances, et surtout sur son smartphone, on peut être plus distrait, on peut être plus distant, et l'écran du smartphone est lui-même plus petit, et on a plus de mal pour détecter les tentatives de fraude. Et effectivement, on va avoir de l'hameçonnage tel que l'on a l'hameçonnage habituel, on va également avoir, quand on va être sur son lieu de villégiature, la possibilité d'installer des applications. Oui. Et ces applications peuvent être des applications malveillantes qui vont tenter de récupérer des informations bancaires ou toute autre information que l'on a sur notre smartphone. Alors, est-ce qu'on peut chiffrer, je vous pose la question à tous les deux, mais je commence par vous, Jérôme Bilot, est-ce qu'on peut chiffrer l'augmentation des attaques, des cyberattaques envers des particuliers pendant la période estivale ? Vous savez, les cybercriminels ne prennent pas vraiment de vacances. Donc je pense qu'on est sur une tendance, qu'on le voit, est à l'augmentation et que la période estivale va confirmer cette tendance. La situation, finalement, l'augmentation du risque lié à une situation de vacances, elle n'est pas tant par l'activité des cybercriminels que par effectivement les nouveaux usages, ce qu'on va faire qu'on n'avait pas l'habitude de faire, les nouveaux lieux où on va se connecter, les nouveaux réseaux où on va se connecter, les nouvelles applications, comme le citait Benoît. Et c'est plus ça qui va finalement amener une augmentation du niveau de risque. Oui, ça c'est ce qui l'amène, mais est-ce qu'on peut le quantifier? Est-ce qu'il existe des chiffres aujourd'hui qui disent, voilà, entre juillet et août, les personnes se font plus facilement, plus nombreusement arnaquer, voler, cyberattaquer? Pas encore. Donc, quantifier, à la limite, on pourra le quantifier au mois de septembre, notamment si on se rend à la fois dans nos rapports que nous produisons en tant qu'éditeur, mais également sur le site de cybermalveillance.gouv.fr qui, sur sa plateforme, reçoit un certain nombre de demandes d'assistance. Et je pense qu'effectivement, ce sera intéressant de voir à la rentrée si les vacanciers ont été vigilants et si aussi ils ont réussi à finalement à se déconnecter. Parce que, comme disait Jérôme, on a un souci entre les usages pro et perso. C'est notamment quand vous vous connectez sur un réseau qui n'est pas le vôtre, eh bien, si vous n'avez pas l'intention de travailler, n'allez pas avec votre téléphone perso consulter des informations d'entreprise, parce que là, il y a un mélange des genres qui peut être assez préjudiciable pour l'entreprise, vu que le smartphone sur lequel on va accéder à l'entreprise peut lui-même être moins sécurisé que celui que va vous fournir l'entreprise. Alors on va refaire le schéma comme un vacancier le ferait. On va commencer par le voyage. Comment se protéger? La première étape, eh bien, on prend le train, on prend l'avion. Vous l'avez évoqué, Jérôme Billois. La première chose qu'on fait quand on arrive dans un moyen de transport, c'est qu'on se connecte au Wi-Fi. Est-ce que ce réseau Wi-Fi-là, il est sécurisé? La réponse, elle est extrêmement difficile à apporter parce que la sécurité du réseau Wi-Fi va dépendre de l'investissement en sécurité qu'aura fait la structure qui aura installé ce Wi-Fi. Donc, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Et ce qui est plus difficile, c'est que pour les particuliers, pour les vacanciers, évaluer la sécurité d'un réseau Wi-Fi, c'est impossible vu de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que dans ces situations de mobilité, dans les transports ou sur les lieux de villégiature, la meilleure des recommandations, c'est finalement d'utiliser la 4G, voire la 5G pour ceux qui en sont dotés aujourd'hui, parce qu'on est sur un réseau qui, lui, est géré par un opérateur avec des technologies qui, par défaut, exposent moins à des risques d'interception. Et comment on pourrait se protéger si on est obligé? Parce que c'est assez rare quand même dans le train qu'on capte la 4G ou la 5G, il faut quand même le rappeler. Idem pour l'avion. Alors comment on fait si on veut y remédier? Alors bon, de toute façon, effectivement, dans l'avion aujourd'hui, les capacités de connexion et les coûts font que c'est pas forcément une bonne idée sur le fond de s'y connecter. Mais sinon, on peut utiliser ce qu'on appelle des VPN, donc qui sont des systèmes qui vont établir un tunnel sécurisé, si vous voulez, entre votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette, et puis le fournisseur de cette solution qui va permettre justement d'éviter les risques d'interception des communications sur les différents réseaux Wi-Fi ou autres qui peuvent être utilisés. Donc voilà, ça c'est une bonne pratique à avoir en tête. Alors,
une fois qu'on est arrivé, on sort du train, on sort de l'avion, on rejoint le lieu de villégiature. Vous en parliez aussi tout à l'heure, l'hôtel, pour premier exemple. Benoît Grunemwald, est-ce que là encore, on a un moyen de s'assurer de la sécurité des réseaux qu'on va rejoindre une fois qu'on arrive dans la chambre d'hôtel ? Alors, comme le disait très justement Jérôme, non, il est impossible de s'assurer de la sécurité. Toujours. La recommandation, c'est effectivement d'utiliser un VPN. Dans son hôtel, on a peut-être plus la possibilité d'utiliser 4G Oui. ou 5G. Oui. Et sinon, il faut surtout faire attention aux possibilités offertes par les cybercriminels Oui, c'est ça. lorsque Qu'est-ce qu'on l'on se risque ? connecte au réseau. Notamment, on peut avoir des faux points d'accès. Souvent, quand il y a écrit gratuit, déjà, quand il y a écrit gratuit, on sait que ça peut être un problème. Et puis ensuite, on sait aussi que quand on se connecte au réseau, la plupart du temps, on est connectés tous ensemble. Et donc, notre voisin de chambre, notre voisin de vacances va lui aussi être connecté, tout comme peut l'être un pirate ou une personne qui voudrait nous faire passer des publicités. Alors, on ne va pas forcément se faire pirater son smartphone en tant que tel, mais on peut avoir des publicités malveillantes qui vont nous emmener vers des endroits où on ne devrait pas aller. Et tout ça va être favorisé par l'accès à ce réseau dans l'hôtel. Complètement, parce qu'à partir du moment où on communique avec un site internet et que celui-ci est fait par le biais du réseau non sécurisé ou peu sécurisé, eh bien, ce qui se passe dessus peut être modifié par des personnes malveillantes. Alors, une fois qu'on est dans sa chambre d'hôtel, on parle de déconnexion, mais on ne peut pas nier le fait que la plupart des gens veulent, par exemple, continuer à suivre leur série préférée. Pour ça, elles vont sur des plateformes de streaming. Est-ce que l'accès à ces plateformes de streaming, depuis, par exemple, un pays étranger, sinon la question se pose assez peu, peut constituer un risque? C'est à ce moment-là aussi qu'on cherche des solutions un petit peu dans tous les sens, qu'on tente d'accéder à la version française de son compte de plateforme en streaming, qu'on va essayer de se dépatouiller peut-être avec des VPN. Est-ce que là, ça constitue encore un risque de chercher des nouvelles solutions pour à tout prix regarder sa série? Alors, le fait de rechercher des nouvelles solutions ne constitue pas en soi un risque. Par contre, aller sur des sites qui proposent des contenus illicites, bien souvent, ces sites-là, pour vivre, proposent des publicités qui sont pas forcément malveillantes, bien qu'il y en ait, mais qui sont surtout très intrusives, qui peuvent installer des logiciels complémentaires qui vont eux-mêmes vous pousser de la publicité, voire des logiciels espions pour aller encore plus loin dans la publicité ciblée. Donc, le problème, il est encore une fois que généralement sur son smartphone ou sa tablette, on a moins de possibilités et de contrôle pour être en sécurité. Donc, je dirais qu'il faut quand même éviter d'aller déjà sur des sites illégaux. Et nos plateformes à nous? Alors, par contre, une plateforme tout à fait conventionnelle pour laquelle vous payez, vous pouvez y aller. Après, il faut vérifier si celle-ci accepte les connexions en VPN, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est vrai, Jérôme Billois, en général, la solution, c'est la connexion en VPN pour avoir toujours accès à sa plateforme depuis l'étranger. Ça fonctionne ? Oui, c'est la solution parce que ça permet finalement de changer virtuellement de pays parce que entre votre téléphone et le VPN, vous pouvez faire que l'atterrissage du VPN se fasse quasiment dans n'importe quel pays dans le monde. Vous pouvez faire comme si vous étiez connecté aux États-Unis, en France, en Russie, n'importe où dans le monde. La difficulté, c'est que c'est aussi utilisé, on va dire, illégalement pour accéder à des contenus auxquels on n'a pas le droit d'accéder dans le pays dans lequel on est. Donc tous les fournisseurs de plateformes de vidéos, de streaming, etc. luttent aussi contre les VPN. Donc là, on a un peu une balance entre quelque chose qui normalement sécurise plus, mais qui permet de pirater un peu aussi, et quelque chose que les plateformes n'aiment pas. Donc c'est attesté. Il y a aujourd'hui quand même certains nombres de tolérances à l'échelle européenne qui peuvent permettre sur certaines plateformes, si on est en Europe, d'accéder au contenu français, ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est pas simple au quotidien aujourd'hui. Et je pense que ce serait bien d'avoir une réflexion à l'échelle au moins européenne sur ces contenus. Alors, il y a ceux qui travaillent en vacances, on en a parlé tout à l'heure, et c'est quand même plus agréable, on peut le dire, de travailler de l'extérieur. Donc, en général, on parle de télétravail, évidemment. Et selon un rapport de la Banque de France, le télétravail, de toute façon, augmente le risque d'attaque, par exemple, en particulièrement de fraude, au sein même d'un service de comptabilité d'une entreprise. Est-ce qu'on peut supposer que le télétravail à l'étranger, en période estivale, va décupler ce risque-là? Vous en parliez tout à l'heure.
Alors, d'une manière générale, effectivement, le télétravail augmente la surface d'attaque, donc nos vulnérabilités face à l'extérieur. Et lorsque l'on est à l'étranger, c'est pas forcément le fait d'être à l'étranger qui va faire qu'on va être plus vulnérable, c'est le fait qu'on sera généralement moins attentif, que l'on va peut-être recevoir des messages, vouloir quand même travailler, peut-être que l'on va recevoir un email d'hameçonnage qui va tenter de nous faire un faux virement. Et dans ce cas-là, on va certainement le transférer peut-être à d'autres personnes en disant tiens, j'ai reçu ça, est-ce que tu peux gérer ? Et la personne va dire c'est lui qui me l'envoie, donc du coup je vais l'ouvrir. Il y aura peut-être une pièce jointe malveillante qui du coup permettra de rentrer dans l'entreprise. Et le fait d'être à l'étranger n'est pas forcément un facteur aggravant, si ce n'est que l'on peut peut-être plus déconnecter. Oui, alors ça constitue un vrai risque finalement pour le télétravailleur et pour son entreprise, puisque c'est un accès direct à l'entreprise si les données de travail sont dans son ordinateur personnel ou de travail qu'il est à la maison. Comment on fait pour protéger à la fois l'entreprise et le travailleur quand on décide de partir en vacances avec son ordinateur, Jérôme Billois ? On va retrouver les technologies dont on parlait tout à l'heure dans la sphère particulière, le fameux VPN, ou en tout cas la mise en place d'accès à distance qui soit chiffré et donc qui permettent d'assurer de la confidentialité. Un élément essentiel aussi, c'est pour les entreprises de savoir qui va rentrer dans son réseau. Usuellement, pour savoir qui rentre, on vérifie avec un mot de passe, mais on sait que ces mots de passe, ils sont très fragiles. En plus, en situation de déplacement, on va peut-être être amené à les taper un peu à gauche, à droite. Il faut être très attentif et ils peuvent être capturés à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que la bonne recommandation sur l'accès à distance, c'est d'ajouter au mot de passe un code en plus, un code qu'on peut recevoir par SMS, qu'on peut valider sur son téléphone, etc. C'est ce qu'on appelle l'authentification à 2 facteurs ou à multiples facteurs. Donc ça, c'est vraiment la mesure de sécurité numéro 1 aujourd'hui pour le télétravail. Donc avant de quitter son poste de travail pour partir en vacances ou en voyage, il y a des choses à faire sur son poste de travail aussi au bureau pour préparer tout ça, sécuriser sa zone de travail. Oui. Alors voilà, il faut voir dans quelle situation vous êtes. Est-ce que finalement vos données ne sont que sur votre ordinateur ou est-ce qu'elles sont aussi copiées sur les systèmes de l'entreprise? Donc il y a cette logique de la sauvegarde des données qui va être très importante avant de partir pour s'assurer qu'on n'a rien laissé qu'il ne soit que sur un périphérique qui pourrait être volé par exemple. Mais ce qui est vraiment et surtout important aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup des effectifs qui vont partir en vacances, y compris les effectifs qui assurent la sécurité du système d'information de l'entreprise. Et c'est vraiment le bon moment de se poser la question, est-ce que j'aurai toujours quelqu'un pour gérer si jamais il y a des nouvelles vulnérabilités qui sortent? Est-ce que j'aurai toujours quelqu'un si jamais il y a un incident, une crise qui se déclenche? Parce qu'on sait bien que les cybercriminels, eux, ne vont pas s'arrêter et qui profitent souvent des situations de vacances pour lancer des attaques sur les entreprises. Et puis, c'est aussi le bon moment pour s'assurer du fait que des sauvegardes aient été faites. J'en parlais sur les PC de chacun des employés, mais aussi à l'échelle de l'entreprise. Avant de partir en vacances, faisons un petit ménage de printemps aussi sur ces sujets-là, un ménage d'été même sur ces sujets-là, pour s'assurer qu'on va partir avec un système d'information qui soit sécurisé et sauvegardé. Alors, sur ce sujet, Benoît Grunemvad, la solution, est-ce que ce serait l'assurance? Bercy a lancé une consultation nationale sur ce sujet, d'assurer les risques cyber. Est-ce que ce serait la solution? Alors, le sujet de la cyberassurance est un sujet qui est complexe. Oui. Il peut manquer par rapport à d'autres risques un certain recul et on a également moins de normes. C'est-à-dire que si vous avez une assurance contre l'incendie, eh bien, on vous a demandé d'installer une centrale, des points de détection. Il y a des éléments également que vous pouvez appuyer, sur lesquels vous pouvez appuyer pour déclencher une alarme, ce qui aujourd'hui est beaucoup moins normé et beaucoup moins obligatoire dans le monde de l'entreprise. Okay. Pour autant, la cyberassurance peut être utile lorsque l'on a besoin d'experts qui vont venir suite à un sinistre. La plupart demandent et posent quelques questionnaires où les réponses sont libres, donc c'est une sorte d'auto-évaluation. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la cyberassurance, à partir du moment où vous allez perdre vos données, celles-ci vont par exemple être chiffrées par un ransomware, la cyberassurance ne va pas vous permettre de les retrouver. Oui, c'est vrai. Donc, ce sera pas la solution. C'est une partie de la solution parce que ça peut vous aider à faire appel à des professionnels pour venir intervenir et vous aider à repartir plus vite que si vous n'aviez pas ces professionnels à vos côtés.
Mais pour autant, ce n'est pas une solution ultime. Et Jérôme le disait très bien, la prévention est très importante. Les sauvegardes, c'est un élément important. La sensibilisation également des employés, parce que bien souvent, l'attaque se produit parce qu'il y a un facteur, alors humain ou non, voulu ou non, qui fait que le cybercriminel va rentrer dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi sur la carte de paiement? On est en vacances, on ne fait pas attention, on a tendance à être un petit peu plus dépensier. Quel risque il y a? De quelle façon on peut être hacké? Sa carte de paiement peut être hackée? Alors, il y a deux éléments sur la carte de paiement. Il y a à la fois la fraude de type NFC, donc le paiement sans contact, il faut être vigilant. Et puis ensuite, il y a les achats que l'on va faire en ligne. Et là, encore une fois, je dirais que la vigilance est de mise parce qu'on peut se retrouver soit sur des réseaux qui vont tenter d'exfiltrer nos informations, soit sur des applications qui elles-mêmes vont tenter de prendre nos informations bancaires. On le voit notamment sur les smartphones Android, c'est assez répandu, les chevaux de Troie bancaires. Jérôme Billois, se protéger son moyen de paiement pour ne pas gâcher les vacances? Ah oui, ça c'est évidemment important. Et c'est surtout, au-delà de ce que disait Benoît, bon, alors cette année, les déplacements à l'international lointain vont peut-être être un peu plus restreints, mais les pratiques sur la manière d'utiliser les cartes bancaires, les cartes de paiement, sont extrêmement variables suivant les pays. Vous savez, par exemple, des fois, vous allez au restaurant dans les pays anglo-saxons, on vous prend votre carte, le serveur part avec et revient ensuite avec un petit bout de papier à signer. Ça, c'est une pratique qui est typiquement extrêmement dangereuse parce qu'il peut y avoir une photo prise très rapidement de l'avant et de l'arrière de votre carte qui permet après de faire des opérations en ligne, des achats en ligne, etc. Donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est que sa carte de paiement, il faut faire attention à où on va l'utiliser numériquement, mais il faut aussi faire attention à qui on la donne et où on l'utilise physiquement dans le monde réel. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smartech pour nous présenter ces solutions, ces moyens pour se préparer à partir en vacances en toute cybersécurité. Merci à vous Benoît Grunemwald, expert cybersécurité chez E7 France et Afrique francophone, et à vous Jérôme Billois, expert en cybersécurité chez Wavestone. On enchaîne quant à nous avec notre rendez-vous. Dans votre rendez-vous aujourd'hui, on parle Bitcoin. Quels enjeux économiques, quels enjeux politiques? On va faire le tour de la question avec en plateau Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG France. Bonjour. Oui, bonjour Cécilia. On va effectivement parler de Bitcoin. Bitcoin, cette crypto-monnaie bien connue. Alors oui, je dis crypto-monnaie, il y aura forcément un économiste parmi nos auditeurs attentifs qui s'insurgera comment ce crypto-monnaie, Bitcoin est tout sauf une monnaie, c'est extrêmement volatile et ça ne repose sur rien. Et évidemment, on m'achèvera en brandissant le code monétaire et financier qui stipule dans son article 1 que la monnaie de la France, c'est l'euro, pas le Bitcoin, et que l'affaire est donc réglée, circulée, il n'y a rien à voir. Mais l'auditeur et économiste attentif a cependant probablement remarqué que le dollar, selon ce même raisonnement, est également une bien piètre monnaie. Depuis la création en 1913 de la Fed, la Banque centrale américaine, le dollar a perdu plus de 95% de sa valeur en pouvoir d'achat, ce qui en fait une des pires réserves de valeur du monde. Pire encore, depuis les années 70, le dollar n'est simplement basé sur rien, pas même une réserve d'or, rien du tout. Ce qui garantit la valeur du dollar, c'est simplement votre croyance dans sa valeur. Et pour porter le coup de grâce, le même coup de grâce à cet actif spéculatif qu'est le dollar, le Code monétaire et financier stipule toujours dans son article 1 que la monnaie de la France, c'est l'euro, pas le dollar, et donc l'affaire est réglée. Donc vous voulez dire que le dollar ne serait pas une monnaie ? On voit bien que justement ce raisonnement est absurde. Oui. Le dollar est considéré comme la monnaie la plus fiable du monde, malgré le fait qu'il perde sa valeur chaque année et malgré le fait qu'il ne repose sur rien du tout. Et rien ne semble d'ailleurs pouvoir l'atteindre. La Fed peut bien doubler la quantité de dollars en circulation en une seule année, que personne ne sourcille. Le monde entier paye des impôts pour que les Américains puissent continuer d'acheter 2 téléviseurs et 2 voitures par foyer tout en s'insurgeant contre la consommation électrique de Bitcoin. Alors, si Bitcoin n'est pas une monnaie, pourquoi diable est-ce que le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dans une déclaration à l'occasion du Forum financier international le 29 juin dernier, parle de ces actifs comme présentant des risques pour la souveraineté monétaire? Et oui, il y a contradiction. Comment quelque chose dont on nous assure tous les jours que ce n'est pas une monnaie pourrait précisément menacer la souveraineté monétaire? Et évidemment, la réponse est aisée. Bien sûr que Bitcoin possède les caractéristiques nécessaires pour être une monnaie.
c'est une unité de compte, c'est une réserve de valeur, en tout cas meilleur que le dollar sur toute la durée de son existence. C'est un instrument d'échange sur Internet qui représente des dizaines de milliards de volumes d'échanges chaque jour. La seule chose qui manque à Bitcoin pour devenir une monnaie, c'est le consensus social. Et c'est cela et rien d'autre qui définit une monnaie, que ce soit des coquillages, des ossements, des métaux précieux ou des bouts de papier, finalement, comme les billets de banque. La monnaie, c'est une convention sociale, c'est une illusion collective à laquelle un groupe de personnes adhèrent pour faciliter les transactions et préserver la valeur de son travail dans le temps et évidemment faire des transactions avec ça. Et sur ce sujet, on peut être confiant au vu des chiffres de l'adoption du Bitcoin, une centaine de millions d'utilisateurs dans le monde, un marché d'une capitalisation de 650 milliards de dollars, certains pays l'ayant déjà officialisé comme moyen de paiement, comme le Japon ou encore la Suisse, voire un pays, le Salvador, qui l'a déjà officialisé comme monnaie légale. À titre de comparaison, c'est une adoption bien plus rapide que celle d'Internet, il y a 20 ou 30 ans. Et c'est bien parce que le Bitcoin possède des caractéristiques d'une monnaie et que son adoption progresse que le gouverneur de la Banque de France s'en inquiète. Loin des postures de façade consistant à décrier Bitcoin, à le présenter comme au mieux une blague inoffensive et peu sérieuse et au pire une arnaque géante qu'il faudrait interdire, Bitcoin est en réalité la plus grosse innovation monétaire depuis des décennies et à ce titre, il amène une concurrence à laquelle les monnaies traditionnelles et les banques centrales n'étaient plus habituées. Et cela, le gouverneur de la Banque de France l'a bien compris. Et donc vous pensez qu'il a raison de s'inquiéter ? Alors, pour se positionner face au Bitcoin, ou en tout cas par rapport à Bitcoin, au-delà de son caractère monétaire et de son adoption, il faut d'abord comprendre son utilité. Bitcoin permet de s'échanger de la valeur sur Internet sans passer par un intermédiaire de confiance. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour faire un virement en ligne avec Bitcoin, vous n'avez pas besoin de passer par votre banque, ou par Visa, ou par Mastercard, etc., etc. À ce titre, Bitcoin est comparable à Internet. Internet a permis de s'échanger de l'information en court-circuitant les intermédiaires traditionnels, ce qui étaient les médias, la poste, les entreprises et télécoms. Bitcoin permet de s'échanger de la valeur en court-circuitant potentiellement les intermédiaires traditionnels. Et cette fois-ci, ce sont les banques, les intermédiaires financiers en général. Une fois qu'on a dit ça, effectivement, on peut avoir raison de s'inquiéter quand on est le gouverneur de la Banque de France, parce que si Bitcoin est une concurrence monétaire, ça veut dire que les gens vont potentiellement se détourner de l'euro. Et si des gens se détournent de l'euro, ça réduit son pouvoir et donc, in fine, la latitude qu'on va avoir sur notre politique monétaire. Et ce sera donc à la Banque de France, la Banque centrale, en tout cas, plutôt la Banque centrale européenne d'ailleurs, de convaincre que sa politique monétaire est fiable, qu'elle est raisonnée et qu'elle permet de préserver la valeur de l'euro pour que les gens continuent de l'utiliser. Et en ce sens, effectivement, ça peut désarçonner parce qu'on a pris l'habitude que la monnaie soit un monopole à l'abri de la concurrence. C'est inquiétant, en tout cas, c'est assez peu enthousiasmant comme perspective peut-être pour la souveraineté monétaire. À l'inverse, il y a même plus de raisons de s'enthousiasmer que de raisons de s'inquiéter. La première raison de se réjouir, c'est que l'Europe, si elle adoptait une posture, une attitude un peu plus technophile, elle pourrait se servir de ces nouvelles technologies monétaires pour émettre ce qu'on appelle des stablecoins. C'est des crypto-monnaies qui sont stables par rapport à une valeur de référence, l'euro ou le dollar par exemple. Aux États-Unis, le vice-président de la supervision de la Fed, donc la Banque centrale américaine, Randall Quarles, a présenté les stablecoins comme une potentielle extension du bras armé du dollar qui pourrait encourager l'utilisation de ce dernier dans le système monétaire. Ce même vice-président de la Fed, d'ailleurs, s'amuse des cris d'orfraie poussés par certains lorsqu'ils évoquent le caractère privé de la gestion des stablecoins, rappelant que ce sont aujourd'hui les banques, des entreprises, tout ce qu'il y a de plus privé qui émettent déjà la monnaie traditionnelle. Mais l'Europe persiste pour l'instant dans sa voie de ce qu'on appelle les MNBC, pour monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire en fait un objet assez mal défini, censé au choix court-circuiter les banques commerciales dans sa version la plus ambitieuse, ou plus probablement optimiser les délais et les coûts de transaction interbancaires. Sur ce sujet, Christine Lagarde nous a promis que d'ici 2025, nous aurons les conclusions d'un rapport. Le problème, c'est que pendant ce temps, le dollar fait son bonhomme de chemin et dans le monde des crypto-monnaies et occupe une part de marché qu'il sera extrêmement difficile de reconquérir. Sur les 120 milliards de dollars de stablecoins en circulation aujourd'hui, il y en a 99% qui sont basés sur la monnaie américaine. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter, mais plutôt se réjouir de l'émergence de Bitcoin, c'est précisément son caractère non étatique, neutre et indépendant. Mais en quoi ce caractère-là précisément peut être-t-il source de réjouissance et surtout, est-ce que ce ne serait pas plutôt un aveu de faiblesse de la part des puissances publiques ? Au contraire, c'est une aubaine pour la France et pour l'Europe. En effet, il n'aura échappé à personne que depuis des années, certains États
en particulier les États-Unis, usent d'artifices juridiques pour imposer leurs droits à l'ensemble de la planète. Car en substituant le dollar à l'or, en l'installant comme monnaie de référence dans le paysage mondial, les États-Unis ont fait d'une pierre deux coups. Premièrement, comme le rappelait le général de Gaulle, il est aisé pour un pays de s'endetter dans une monnaie qui ne tient qu'à lui d'émettre. Et ça, c'est un privilège exorbitant que la planète a concédé aux États-Unis il y a 50 ans. Imaginez si vous aviez le pouvoir d'émettre de la monnaie pour rembourser vos propres dettes, je pense que vous n'hésiteriez pas 2 secondes. Et deuxièmement, cela permet d'appliquer sélectivement leurs droits à quiconque utilisait le dollar, c'est-à-dire tout le monde en fait, puisque ce dernier est l'étalon de référence mondial. Et alors évidemment, le zèle à poursuivre en justice les utilisateurs du dollar se fait plus fort lorsque l'entreprise ciblée est une concurrente au choix d'une entreprise américaine. Entre les amendes imposées à BNP Paribas, à Siemens ou encore avec l'affaire Alstom plus récemment, nous sommes en France et en Europe en quête d'un moyen d'interagir librement, souverainement avec les pays de notre choix, selon notre propre politique commerciale et diplomatique. Et cet outil qu'on recherche, c'est Bitcoin, un instrument d'échange nativement numérique, rapide, mondial, qui n'est pas l'émanation d'un quelconque État. D'ailleurs, certaines banques ne s'y trompent pas, comme Citibank, qui a déjà prédit dans un rapport à Bitcoin un avenir de facilitateur de commerce mondial, pour ces mêmes raisons d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ce sera le mot de la conclusion, parce qu'on a terminé, mais pour accueillir le Bitcoin sans défavoriser le développement, sans s'aborder l'euro. En réalité, la question ne se pose pas vraiment dans ces termes-là. D'abord, par exemple, l'existence de l'or et son utilisation... En un mot. L'existence de l'or n'a jamais empêché la coexistence avec des monnaies traditionnelles, comme le franc par exemple. Il y a une coexistence de 600 ans entre le franc et l'or sans poser de problème. Mais il s'agit en fait de faire le meilleur choix pour la France et pour l'Europe, parce qu'on peut s'inspirer du passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. À vouloir protéger la souveraineté nationale, on a en réalité hypothéqué complètement celle-ci. On a voulu protéger les précarés d'acteurs traditionnels, on a voulu se focaliser sur le Minitel, on a voulu défendre les épargnants dans la bulle de 2000. Autant de raisons nobles finalement d'apparence, mais qui ont fait rater à la France la vague Internet. Donc on a aujourd'hui le résultat 20 ans plus tard. L'éducation nationale se fournit chez Microsoft, la DGSI chez Palantir, et les Français commandent Amazon, discutent sur Facebook, téléphonent chez Apple, font leurs recherches Google et se détendent sur Netflix. Alors, plutôt que de refaire les mêmes erreurs en imposant un cadre tellement contraignant que les acteurs de l'industrie préfèrent se développer à l'étranger, on devrait effectivement favoriser l'émergence d'un écosystème français pour créer de l'emploi, mais aussi pour être en capacité d'exercer des leviers de puissance sur d'autres et de préserver sa propre souveraineté, indépendance financière, économique et culturelle. Merci beaucoup Alexandre Stachenko, cofondateur Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG France. On enchaîne avec votre séquence et demain. Merci. Un carnet de santé virtuel et un accompagnement personnalisé et pédagogique. C'est la promesse innovante qu'on découvre aujourd'hui dans votre séquence. Et demain, avec nous en plateau, Florian Le Goff, président et cofondateur de Kelindi. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, Kelindi, c'est une entreprise toute jeune, créée en 2020, qui construit des modèles de détection précoce et d'orientation aussi clinique grâce à des algorithmes de modélisation biomédicale. Et aujourd'hui, vous lancez Malo, une application mobile que vous qualifiez, vous, carrément, de carnet de santé. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça permet aux parents de consigner les événements importants de la vie de leur enfant, de bien comprendre le développement de leurs enfants, parce que un carnet de santé, c'est un super support, ça fait un historique, mais le papier a une limite, c'est qu'il ne peut pas interpréter les données qu'on lui confie. Ce que l'on fait, nous, c'est on va interpréter ces données sur la croissance de l'enfant et questionner le parent sur le développement de son enfant. Et ça nous permet de mieux comprendre là où on va en termes de développement. Mais alors, on parle de quels enfants, de quel âge, c'est à destination de qui ? Alors, Malo, le carnet médical, est destiné aujourd'hui aux enfants de 0 à 3 ans. On l'a conçu avec plus de 1000 parents. On sort de bêta aujourd'hui, donc très content d'en parler. Et aujourd'hui, plus de 70% des utilisateurs ont complété ce carnet de santé. Donc la bêta est un succès pour nous. Et maintenant, on vise 10 000 utilisateurs en septembre, 40 000 en décembre, et c'est en train de se passer. Et après les 3 ans, comment on fait pour continuer à suivre les données de son enfant ? Parce qu'après 3 ans, le développement est tout aussi crucial. Tout à fait. En fait, le 0 à 3 ans, c'était vraiment pour le lancement de Malo. Et aujourd'hui, on est en train de travailler avec des neuroscientifiques, des médecins. On va gérer en septembre jusqu'aux 7 ans de l'enfant.
et jusqu'à ses 12 ans, donc est-ce que c'est toujours un enfant je ne sais pas, mais jusqu'aux 12 ans à partir de janvier 2022. D'accord. Vous accompagnez aussi les parents dans la détection précoce, on en a parlé, de troubles potentiels, lesquels, de quoi on parle et comment vous les accompagnez? Alors, détection, c'est un grand mot. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de respecter le parcours de soins. Donc, le parent nous décrit des situations, on va les analyser et au besoin, on va l'orienter vers son médecin traitant. Donc, qu'est-ce qu'on va observer? C'est tous les troubles du neurodéveloppement. Donc, si l'enfant est dans un spectre, potentiellement dans ce qu'on appelle le spectre autistique, si l'enfant a un petit retard psychomoteur, si on est sur des dyspraxies, tout ça, c'est des signaux qu'on est capable d'interpréter à partir juste des données du carnet de santé. Mais ça, c'est des données que le parent entre. Donc, si le parent n'est pas très habile et ne se rend pas compte, lui, en premier lieu de ce symptôme-là. Tout à fait. Eh bien, justement, c'est l'intérêt d'un carnet de santé digital, interactif, c'est que le carnet de santé va interroger le parent sur le développement de l'enfant et on va être capable d'aller chercher les signes avant-coureurs de tout ça. Parce qu'en fait, en termes de science, ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs digitaux. C'est les biomarqueurs, on les connaît dans la science, ça peut être sur les analyses sanguines, par exemple. Nous, les biomarqueurs digitaux, c'est justement des signes avant-coureurs, des signatures de comportements qui risquent d'être problématiques dans le futur, parce que ça peut aller vers une pathologie, ou au contraire, pris tôt, il y a tout un tas de sujets dans le développement de l'enfant, grâce à la plasticité neuronale, qui peuvent être encadrés, accompagnés avec de la rééducation ou d'autres prises en charge. Comment vous avez fait pour mettre au point cette application? Vous êtes aidé de qui? Parce qu'il ne s'agit pas que d'algorithmes. Bien sûr. Non, il y a beaucoup d'algorithmes, évidemment, ça c'est ma spécialité. Et je suis associé avec un médecin. Et ensemble, on a constitué un board médical avec notamment 2 pédiatres, une en libéral et une qui travaille à la PHP. Ensemble, on est allé chercher aussi des infirmières péricultrices, des sages-femmes, et tout ce savoir-faire en fait du bon développement de l'enfant, mais aussi de la santé mentale du parent, parce que l'enfant grandit dans un environnement et souvent on a tendance à ignorer le choc que ça peut être d'avoir un enfant, le bouleversement sur la structure familiale. Eh bien, on s'est entouré de tous les spécialistes aujourd'hui qui interviennent dans le développement de l'enfant et de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ce type d'application de rompre le lien parents-soignants à un moment où on a plutôt tendance effectivement à toujours aller se renseigner sur Internet? Si là on sait qu'on peut avoir des informations, être guidé sur cette application-là, il n'y a pas un risque qu'on éloigne un petit peu le parent de son médecin traitant par exemple et que donc on réduise les chances de détection aussi? Très bonne question. Je pense qu'au contraire on va aller vers un renfort du lien entre le médecin traitant, le pédiatre qui suit l'enfant et cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui en France un très bon protocole de visite obligatoire. On va voir le médecin une vingtaine de fois dans les 3-4 premières années de la vie de l'enfant. Ce sera la conclusion. Ce sera toujours là. Et nous, ce qu'on va faire, par contre, c'est être là dans les semaines entre chaque rendez-vous. Donc, informer le parent tout au long de la vie de l'enfant. Et l'accompagner main dans la main aussi avec... et le ramener vers le médecin au bon moment. Les personnes qualifiées. Merci beaucoup d'être venu, Florian Le Goff, en plateau, nous présenter cette application Malo. Merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette édition de Smart Tech. Tout de suite, vous allez découvrir le Lab. Et demain, vous retrouvez Delphine Samatier sur Bismart.